Journée en fanfaronnade des trophées synthétiques auprès d'une prairie devenue trop habituelle. Si, dans si peu de temps décontracté, les mains anneaux en perpendiculaire ou croisées auraient attelé ou distrait aux franges sous les lumières d'après-midi, au profil auguste et impassible, il ne lui manquerait rien. Tous ces jeux hypertrophiés, à des sens au-dessus, au-dessous. L'invincibilité de caractère gagnant tous les tournois en surnois, en sursis, même pas demandé, encore moins exigé. Une courte sérénade au balcon pour annoncer solennellement aux chiens de chasse que les couloirs eurent été dès lors libres. Au passage de forêt, et l'antichambre fut comblée des trophées des têtards dont la privation de queue ne leur faisait que du bien, devenant dorénavant des grenouilles. Ils aspiraient de l'air aux poumons et jouissaient d'une insoutenable légèreté de se planer en sautillant dans des salons devenus familiers et dans la salle de bain où, au lieu de rester collés toute la journée sous le mur lézardé immobile, sous le mur lézardé immobile, comme des ornements arabesques attrapant l'un à l'autre par leur queue en effigie de l'éternité, et ne trouvant nulle occasion pour changer du chromatisme au réverbère. Ils auraient été mieux habitués aux tiédeurs en vapeur de la salle de décontraction des seigneurs, grands amateurs de trophées, qui les aimaient sans tête et sans queue, et se jouissaient d'un air de famille dans les ritournelles en orgue sans pédale, devenu habituel de la maison à mi-chemin du bois, et depuis un siècle au moins, duquel la demeure est si demeurée à mi-achevée dans l'état final, par peur d'être un résultat en architectonique parfait, se laissait toujours se faire désirer pendant des générations non corrompues. Oui, des signes héraldiques d'électivité de prédilection au demeurant, dont l'inachèvement architectural, doctrinal et héraldique remplissait leur cœur de joie et donnait toujours une forte occasion d'assouvir les plaisirs
d'être dans certains passages fulgurants d'une chambre à l'autre, en large prairie, en sapin, d'où on voyait se passer en longue enfilade, en des diverses langues languissantes, les barons en belzette équestre, en compagnie d'une horde de chiens de chasse, et ça en toute fanfaronnade, précisant en annonce hautain le bilan de la chasse et distribuant des gros lapins engraissés en toute bénévolat de seigneurie. Plus qu'une mœurs de donnant ou d'une tribu à payer par le droit de passage de prairie en privé entre la chambre à coucher et à 2 pas de distance, si tant parcouru, et une salle de bain digne des grandes campagnes en Égypte, en large et en haute, des tentes à la turque. Cela s'appelait l'hospitalité, sans façon, bien entendu, connue. Et en enfilade, apportant toujours des nouvelles frugalités et la fraîcheur des grandes halles de dames aux licornes, aux êtres. Chers auditeurs, chères auditrices, imaginez mon état. Pour cela, mettez un instant vous-même à ma place. Ce qu'on appelle une substitution imaginaire par la voie de nos facultés. Ce n'est pas une expérience naturelle ni un jeu d'échange, ou ni encore moins échangiste. Bien que j'avais fait un film qui tourne autour de ce thème sémantique qui touche à l'essence de la substituabilité langagière, et ce jeu bien connu, mettons que ceci était cela, mettons que ceci était mon sang, mettons que ma chair était le pain, et mettons que Saoul était police, etc. Tout est possible dans la limite de compossibilité et d'incompossibilité aussi. Et ceci, dans cet état, dans cette large panorama qu'on appelle, qu'on ose encore plan d'immanence, parce que ça dévore, ce plan d'immanence élargi, ça dévore et ça mange par les côtés. La transcendance est devenue un petit point, réduit à un petit point qui s'appelle moyette. Ipséite, votre cher ego transcendantal qui parfois survole, parfois subit. Ça aussi, c'est très paradoxal, énigmatique, structure à déchiffrer. Voilà mon état. Mettons un instant que si vous auriez des difficultés de suivre, non pas d'un film à un autre, quand même ça se passe bien, mais d'un chapitre à un autre, c'est-à-dire l'enchaînement. La question d'enchaînement, j'ai donné quand même des semaines sur la notion de causalité, cause à suite,
et 4 causes aristotéliciens, et j'ai remis en cause toute table de catégorie et table de jugement, et toute table au sens de tige. Là, il y a eu des dérives, c'est-à-dire dérivations. Eh bien, je souffre, à dire, voilà un aveu à faire maintenant ici pour soulager tout le monde, et d'abord moi-même, je souffre des atteintes aiguës d'ironie. D'ironie, je dirais comme Héraclite, c'est mon destin, donc c'est mon caractère. C'est facile pour nous, les mortels, dire que pour notre caractère, ce fut notre destin. C'était une citation de Héraclite. Alors, imaginez l'état dans lequel je me trouve, et je vous comprends que vous avez eu des difficultés de s'enchaîner, de me suivre, poursuivre, être dans la fête, au sens architectural, au fait, c'est-à-dire le point clé, serrure, verrouillé. Qu'est-ce qui tient cette architectonique en érection? Non, pas permanent, mais saccadé ou sporadique, épisodique, et comme aimait bien dire Jacques Derrida, période. Oui, dans la confession. Il fait des périodes en parlant de sa mère, c'est bizarre. Période, et pourquoi pas époque. On a tendance à traduire époque comme des périodes, au sens historique anal du terme. Alors, Sphinx, Oedipe, l'énigme. Ce sont des thèmes bien connus, archi-connus, architextes. J'avais demandé un jour à Derrida, qu'est-ce que vous entendez finalement de l'architecte? Enfin, autrement dit, je n'ai pas osé dire exactement. Oui, vous écrivez en langue philosophique, c'est très compréhensible. On suit sporadiquement, périodiquement, mais avez-vous des architectes? Voilà, moi j'étais des architectes que j'essaie pendant des mois exposer en me faisant mon propre archéologue. Je descends au soubassement de moi-même. Je suis descendu jusqu'à les années 80. Donc j'ai trouvé des textes qui sont devenus des corpus, c'est-à-dire des culliates, comme on dit, divans, c'est-à-dire recueils de textes. Donc, manuscrits, mais ça ne change rien. Ce sont des sceaux au sens où l'empreinte est ineffaçable, bien que ça s'efface. C'est pour ça que j'ai écrit. Il faut que ma tête soit quand même tabula rasa. Il faut que j'écris et je me soulage. Voilà. Donc, je souffre des atteintes aiguës d'ironie, mais ça aussi c'est sporadique. Parfois je pleure, vous savez, je ne les efface pas, ces enregistrements. Et donc, je suis un homme de vérité, un homme transparent, rien d'opacité, mais quand même, me subsumant un moment, un instant, sous la notion d'humanité, effectivement, je devais avoir des régions opaques au sens d'impénétrable, mais
bonne nouvelle, c'est d'abord pour moi-même, excusez-moi, mes fidèles. Moi, j'ai des difficultés à résoudre donc un certain nombre de problèmes et je les expose comme notre grand maître je suppose, s'il a vécu réellement, son corpus existe dans la belle lettre en turc et même en balkan. Nasrettin Hoca. Donc, j'utilise la stratégie bien connue de Nasrettin Hoca en me référant à son texte, je dirais à son archi Zayen, qui disait qu'en fait, si je détourne un peu, si tu ne trouves pas la clé que tu as perdue dans la cave, alors tu la cherches dans le jardin, en pleine lumière. Voilà, je déplace donc les questions, comme je suis quand même enseignant et je connais poser des questions rhétoriques, donc claires et distinctes, mais ce sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire qui ne touchent pas le fond. Donc ce sont des déplacements, ce qu'on appelle déplacements. Si on ne pouvait pas des questions avec les termes propres appropriés pour des choses obscures qui restent jusqu'à là obscures. Je ne mystifie absolument rien, eh bien, on le déplace sur un terrain de jeu, ironie, on peut le renverser, ce sont des procédés quand même des sophistes, un peu évolués quand même, n'est-ce pas? Les sophistes, c'était un peu au profit. Mais moi, je le fais d'une manière désintéressée, et d'où vient ce mot, ce pauvre mot, je, ludens, homo ludens. Moi, je préfère dans la vie être danseur, chanteur de cabaret, et au lieu de me faire passer quelqu'un sérieux qui, comme chacun, comme chaque design, dans ses franges, dans ses bordures, j'essaie de poser des questions irrésolubles, c'est-à-dire métaphysiques. D'abord, on s'entend sur ce sujet comme je m'entends avec Giorgio Agamben. Lui, il est devenu très libéral au sens de diversité, face à des diversités de discours dans le corpus occidental écrit, il est très indulgent, il est devenu indulgent, et y compris les mathématiques, donc les sciences exactes, en citant, je fais l'état de son livre, je crois, attendez, bon, je vais donner la référence un peu plus tard, donc, pour qu'une question touche au fond, qu'on peut considérer, non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, avec la lecture d'Agamben, par exemple, métaphysique, entre guillemets ou sans guillemets, c'est que sa formulation et sa conséquence, et sa place, et son positionnement, sa fonction, etc., reste complètement quelque chose soit inefficace, soit, autrement dit, avec les termes plus sérieux, aporétique. Aporétique, une formulation aporétique est comme un résultat d'une grande recherche quand même, grand travail, grande invention, y compris toute formulation en écriture mathématique aussi. Je parle des mathématiques pures, non pas appliquées, je précise, je suppose que Agamben aussi. Voilà, en citant les mathématiciens, en disant qu'il y avait... Moi, j'ai eu
j'étais témoin en vrai en parole vive, le mathématicien à nous, c'est-à-dire aux philosophes, disait clairement, dans mon institution en plus, hein, au-delà de toute espérance, il disait qu'en fait, nous faisons tout. Nous sachons savoir tout. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas, au fond, ce que nous faisons. Nous savons faire tout. Et nous pouvons faire tout, en mathématiques. Hein. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons, c'est-à-dire à quoi ça sert. Voilà. Donc, le pur jeu, c'est ça. Et moi, je ne suis pas tout à fait dans cet état. Je crains mes proches et dans les franges, c'est-à-dire dans ces parages. Et c'est parce que cet état-là, je suppose qu'il s'agit d'une schizophrénie pure, comme c'est exalté quand même par Gilles Deleuze, Guattari. Voilà, je me repose. Dans ce moment-là de syncope du discours et de fatigue feinte, là, une musique remonte en moi. Et tout à l'heure, comme je suis très vivace et absolument pas encore fatigué, à mon logoré, une musique a remonté, même en muant, c'est-à-dire par ma bouche, par ma phonème. Et ça, encore une, disons, remontée d'un thème de Baianas, Brasilianas, de Hector Villa-Lobos, je crois, grand musicien brésilien. Regardons maintenant, considérons le titre récent de mon film inachevé que j'ai entamé ce petit matin, donc intitulé « Quelle est la logicité de mes œuvres ?» Encore mieux comme titre, je n'ai pas dit quelles sont les logicités de mes œuvres. Effectivement, implicitement, le premier titre comprend qu'il y a plusieurs logicités, donc on se permet à poser la question par cette forme de quelle logicité. Donc il y en a plusieurs. Donc on commence, moi en tout cas, hier, non pas dans le film, dans l'ordre de montage de film, mais hier, ce titre s'est imposé, encore dans la contemplation, des formes végétales. Par fatigue ou par les conditions arides du terrain, effectivement, j'étais très occupé à des morphologies de plantes. Et donc, c'est pas si facile que ça, les capter dans une forme, disons, évolutive et lointain, interactif. C'est ça, un véritable travail, si vous voulez, de cinéaste, voir les plantes en mouvement et non pas en poussant uniquement, mais dans leur aspectisme, c'est-à-dire que non pas d'une manière évolutive au sens
d'un individu de l'espèce florale. Mais dans un aspectisme, donc, je disais à un moment donné, que j'ai constaté d'ailleurs immédiatement, que il y a au moins 3 âges d'une fleur, d'une plante là, dans cette photo, et dans ce jour d'automne, là, en forme de bourgeon, en forme fleurie, avec les pollens ouverts, et en forme de grain. Donc, naissance, évolution et la mort. Et dans les autres plantes, l'autre jour que je fais la référence, et je suis juste à 2 mètres de loin à cette arbre-là, que je constatais mes insectes volants. Il faut que je les appelle des hyménées. Ce sont des filles des garçons de noces. Et les deux genres, mâle et femelle, dansent en saut espagnol extrêmement touchant, en tournant en rond. Voilà, une flamenco. Une noce perpétuelle, une noce en deuil, une noce en floral, une noce. Ce sont pour moi des insectes volants, des mariés et des maris. Donc cette année, j'ai eu l'occasion de les suivre d'une arbre à une autre, et je suis tombé sur cette grande arbre touffue que je suppose qu'il s'agit d'une fulia. La noce, donc la copulation et la mort étaient en même temps. Je les ai vus de cet être très gai, toujours dansant flamenco avec leurs fourrures tout en blanc. Et je les ai vus copuler et devenir immobiles, attendre la mort, sauf qu'on ne touche. Avec le doigt, ils montrent un signe de vie, mais ils sont dans un autre état de leur vie, donc une préparation à la mort. Là, je les ai vus simultanément, vivants, copulants, dansant et mourant et collés sous les grains de cet arbuste. Quand même, c'est pas un véritable arbre que nous appelons fulia, et dans le printemps, les fleurs sont d'une odeur étourdissante, ivrante. Donc actuellement, je les scrute avec les grandes pluies de quelques jours. Ils sont très diminués, et je les ai vus quelques-uns, mais je les avais photographiés pendant des heures, et vous voyez, ma tâche d'observation pour trouver la logistique, au moins des végétaux dont le thème principal était la noce et la mort, comme une grande œuvre de Lorca, n'est-ce pas? La noce sanglante, grande dune. Eh bien, c'est extraordinaire de le voir accouplé à deux.
je le vois encore, juste en fait 20 mètres devant moi, comme quelqu'un chante, vivants ou morts, je ne sais pas, mais ils sont habillés encore de leur grande toilette, tout en dentelle et en blanc. C'est touchant. Leur mort est encore plus touchant. Leur danse est encore très attirant et étonnant. Voilà le secret de la nature. Hier, c'est encore plus bizarre, logicité en lettres végétales, que je découvre que ce sont des mousses argentées comme les cheveux d'une femme je dirais une femme de cabaret de Berlin, ondulant et tout argenté. Il n'y a que des cheveux. Il n'y a que des cheveux dans cette plante, que je suppose d'une famille de mousses, mais bizarrement, ça pousse seulement sous le dôme desséché des tuyaux de métro, et non pas au bord de la mer, dans des lieux plus agréables. J'ai vu des algues, effectivement, j'ai dit mousse, mais il s'agit des algues de la mer qui vit en terre, non pas dans la mer. Je ne sais pas si c'était véritablement mort, devenir si argenté, si métallique, si brillant, c'est le signe de mort. Leur devenir squelettique, c'était éblouissant. Esclavature, il y a un mot comme ça que je prononce mal mais esclavature, je vais vérifier. C'est éclatant. Et j'ai apporté, comme j'avais promis dans l'enregistrement, des spécimens dans une pochette à la maison. Je n'ai pas essayé de les planter dans mon poterie qui est déjà assez touffu par les végétaux comestibles. Ça, c'est déjà mort et donc ça se conserve dans une pochette. Mais des cheveux vraiment ondulants, comme cette fille calcinée de Vésuve, dont fait le cas le conteur allemand, et ensuite notre cher Sigismund Freud, la jeune fille nuptiale, elle et son pied figé, calciné, qui devient tout blanc jusqu'à l'éternité. Dans le moment de sa vie quotidienne, juste au milieu, et comme je fais toujours rapprochement avec cette ville de Yezd. Donc c'est pas si difficile que ça de trouver la logicité de mes œuvres. Peut-être que je compte mal, et non pas par ordre narratif et fictif, par les formes habituelles de fiction, et j'entre trop dedans de leur logicité et je le confonds aussi, comme s'il s'agit de lignes virtuelles qui s'entrelacent avec ma logicité, au moins, ne serait-ce que dans ma parole, s'il y en a. Vous voyez? Ma logicité à moi, c'est autre chose, bien sûr. La logicité ou la logique, c'est autre chose, mais cet entrelacement, cette interactivité
euh, avec une Gegenstand, avec ce qui est devant nous, qui pousse et qui se meurt, qui se copule, c'est l'instant, bien sûr, végétal et animal. Et les hommes, effectivement, avec le Fourberie, ils sont encore plus logiques que cela. Alors, en se promenant dans la nature, en observant la nature, si vous pensiez que vous aimiez la logicité des végétaux encore plus que les animaux, leur régularité, leur symétrie, comme une échelle qu'on appelle une échelle achat, donc une double hélézonique qui s'avance au niveau des feuillages et les fleurs de l'automne qui portent à la fois des bourgeons et des fleurs, eux-mêmes les pollens. En plus, comme c'est automne, leur véritable grain dans la même grappe. C'est fantastique. Et vous vous promenez, vous trouvez une autre logicité de l'être en fleurs. Tout ça donnait au vent une bellissimo oato. Et vous dites que chaque être a sa logicité. Et vous cherchez votre logicité. Votre logicité, simplement, c'est speculum, c'est spectacle. Donc, contemplation. Regarder et juger, et dire que ceci est tellement beau et ceci est tellement exaltant. Et à quoi moi, Serge, effectivement, vous faites 5 pas de plus, votre logicité s'écroule. Vous trouvez une plante illogique, un amas, un engran, un véritable entrelacement d'une tête de méduse, des cheveux platines et presque au point de mourir, desséché, mais d'autant plus brillant, argenté, et qui vous attire vers ces profondeurs. Vous les un peu relevez, vous voyez que elle est des assises très solides, béton. Elle aime béton et un tuyau en fer bétonnant. Là, effectivement, cette genre de, je suppose, mousse au fond des océans, maintenant, voilà, sous le dôme d'un tunnel de métro. Voilà qu'il a trouvé son chemin et il n'y en a pas une seule. J'ai compté au moins 3 amas de mousse argentée aux cheveux de méduse. Eh bien, j'en prends un spécimen, je vais analyser sous microscope électronique.
Je suis sur le vague. Vague. Oui, c'est aussi pluvieux que ça aujourd'hui.